Demain, même pas peur, ça sonne comme le cri d'un optimisme offensif. C'est carrément un cri politique en ce moment, tant la sinistrose ambiante est présente. Alors ça fait longtemps qu'elle est présente, la sinistrose. C'est vrai que les futurs, ils sont maltraités, moi je trouve, par les médias dans tous les sens du terme. C'est toujours dans les médias, quand on vous parle de demain, la réalité augmentée de ce qu'on a de pire. C'est rarement quelque chose qui donne envie d'aller vers ce futur. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. La science-fiction, à chaque fois qu'on vous parle de science-fiction, c'est souvent un futur vertical, assez sombre. Il y a une espèce de game over généralisé de l'environnement. Et le salut de l'humanité réside dans l'amour d'un homme et d'une femme. C'est le 5e élément, c'est Blade Runner. Donc c'est incroyablement fantastique l'amour, mais c'est quand même le plus petit substrat qui restera de l'humanité. On a assez rarement vu à 20h un 1h30 sur un grand kiff de demain, un 2040 réussi, quelque chose qui donne envie, des fermes verticales avec de l'intergénérationnel incroyable. C'est souvent l'Armageddon. Il y a une chance sur 1 milliard qu'un astéroïde tombe. Et ben ils vous en font quand même 1h30 sur M6 un dimanche soir, histoire que vous compreniez bien que ça va être important l'Armageddon, comme la crue centenale. Alors je ne sais pas si vous avez un fleuve qui va déborder ici, mais en tout cas à Paris on en a eu en 1910 et on attend que ça recommence. Et tous les 3 mois on nous dit ça va être terrible. Bon, tout ça pour vous dire que, en effet, le futur est maltraité. On a du mal à penser autrement que ce qu'on a de pire augmenté. Et pourtant, demain, c'est profondément ce qu'on va en faire. Ceux qui vous disent l'inverse, c'est souvent qui veulent vous vendre quelque chose ou faire quelque chose de vous. Demain, c'est une terre de liberté. Demain, c'est une terre de volonté. Demain, c'est peut-être la dernière terre vierge qui nous reste à explorer. Alors, Jean Cocteau, il disait un truc très joli. Il parlait des poètes comme les seuls qui pouvaient se souvenir du futur. Et moi, je trouve que ça résume bien un peu ce que je suis, surtout mes envies d'Uchronie. L'Uchronie est au temps ce que l'utopie est au lieu. Un temps qui n'est pas ou qui n'est pas encore. C'est un temps qui reste à découvrir. Et moi, je suis historien et prospectiviste. Donc, j'ai vu ce que l'homme a fait depuis 10 000 ans et j'essaye d'imaginer ce que l'homme pourrait faire. Pas pendant les 10 prochaines années, mais au moins la prochaine génération humaine. Et à l'expérience de ces deux disciplines, moi je trouve que c'est le même métier, sauf qu'on ne regarde pas du même côté. L'historien, il vous raconte une histoire qui a dû être avec des éléments, mais il n'était pas là pour le vivre. Et le prospectiviste, il vous raconte une histoire qui pourrait être avec des éléments, mais il n'est pas là non plus pour le vivre. Et les deux, finalement, sont des raconteurs d'histoire. Et les deux peuvent raconter une histoire différente s'il y a une nouvelle variable qui arrive dans l'histoire. Donc nous, on est profondément des raconteurs d'histoire. Et ça tombe bien, parce que ça manque une belle histoire réussie d'un demain qui donne envie d'aller vers ce demain-là. Donc nous, on est des réenchanteurs d'avenir. Quand je dis nous, c'est l'Institut des futurs souhaitables. À la vraie vérité vraie, on est une confrérie de conspirateurs positifs. Conspirare en latin, c'est respirer avec, en plus que de fomenter. Et en fait, on est les deux. À vrai dire la vérité vraie, on est une guilde de réinventeurs de monde. Et quand vous êtes réinventeur de monde, quel que soit votre champ de réinvention, quel que soit votre périmètre de réinvention, en fait, vous avez toujours les mêmes soucis. Il n'y a personne qui veut vous croire, parce que vous êtes en avance de phase. Il n'y a personne qui veut vous financer, parce qu'il n'y a aucune case qui correspond à votre réalité. Vous n'en avez rien à fiche. Vous affrétez un vieux rafio pour aller voir les terrains incognita du futur, et vous êtes déjà en train de revenir les cales pleines de curiosité, et vous avez un problème à raconter à ceux qui sont restés à quai. Que vous réinventiez la médecine, les médias, l'éducation, la musique, l'agriculture, l'intergénérationnel, la gouvernance mondiale, on a tous les mêmes problèmes. Eh bien, puisqu'on a tous les mêmes problèmes, nous, on a créé une mutuelle d'entraide de ceux qui ont les mêmes problèmes, d'où la guilde des conspirateurs positifs. Alors, ça fait longtemps que l'homme et la femme, l'homme avec un grand H évidemment, essayent d'imaginer les futurs. De la Pythie de Delphes qui rendait ses oracles, à l'oracle numérique de Google, qui veut essayer de faire de la prédiction, c'est toujours le même souci avec 3000 ans d'écart. Ils veulent essayer d'imaginer demain, ne serait-ce que pour éviter de le subir. Et c'est tout un art, parce que le futur, c'est quand même une matière incroyable. Au moment où on en a parlé, du futur, on l'a déjà transformé. Et en plus, on se trompe assez souvent. Et parfois même, on se trompe à dessein. Par exemple, si Bison Futé vous prévoit un samedi noir, et si jamais vous écoutez Bison Futé que vous ne prenez pas les véhicules, que le samedi de fête, par moins de véhicules, devient orange, est-ce qu'on peut dire pour autant que Bison Futé s'est trompé? Ça, c'est toute la subtilité de notre métier. C'est une folie, une vraie folie. Et si on fait une brève histoire de l'avenir, en fait, il y a eu 3 temps dans l'histoire de l'avenir. Le premier temps, le temps qui a duré extrêmement longtemps, le temps de l'Antiquité, c'était le temps de la fatalité. C'était la divination.
En fait, des dieux avaient pensé pour vous votre destin et la seule chose que vous pouviez faire, c'est d'accéder un petit peu à la pensée des dieux pour voir ce qui vous était prévu. Et là, les oracles, les médiums de leur temps, étaient les intercepteurs finalement d'un certain nombre de signaux. Ça a duré extrêmement longtemps. Et puis à un moment donné, avec la science, notamment à la Renaissance, on a trouvé que si on se mettait sur les épaules de celui qui avait travaillé précédemment, on voyait plus loin. Ça, c'est l'empirisme, c'est le progrès. Et avec la science est venu le temps de l'orgueil. L'humanité a eu la folie d'imaginer que toutes les causes ayant les mêmes conséquences, on pouvait imaginer avec certitude demain. Et avec ça est venu le déterminisme. Le déterminisme, on est encore dans le déterminisme actuellement. J'imagine ici, comme à Paris, on dit que les gars du quartier nord auront assez de difficultés à avoir la mairie de Marseille ou la mairie de Paris. Ça, c'est un déterminisme géographique. Les quartiers nord ou la banlieue à Paris, c'est juste de la topographie. Quand on imagine que les fils d'ouvriers auront du mal à être profs de fac, ça c'est un déterminisme social. C'est juste une catégorie sociale. Donc le déterminisme, il est encore à travers nos esprits. Et puis, au milieu du XXe siècle, on a eu cette folie avérée que l'homme pouvait détruire sa propre humanité. Et là, on est rentré dans une phase insolite dans l'histoire de notre aventure humaine, c'est l'incertitude. On est dans cette phase d'incertitude actuellement. Et comment on fait pour voyager en incertitude? Et là est tout l'art. L'incertitude, ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien, ça veut juste dire qu'on ne sait pas tout. Et il y a des corporations qui sont spécialistes pour voyager dans l'incertitude, ce sont les explorateurs. Et même, ils se préparent à voyager en incertitude. Donc nous, ce qu'on fait à l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est de faire des explorations dans le futur. Tous les 6 mois, on se prépare pour aller voir demain à l'aune de ce qu'il pourrait être de mieux, qui est notre fenêtre de tir. Pour ça, on réunit une équipée. 25 personnes très différentes les unes entre les autres. On se prend même le grand plaisir de les choisir. Biodiversité culturelle, de gens qui se rassemblent sans se ressembler. À l'idéal, dans notre caravelle du futur, on a la moitié qui vient du 440, on essaye d'avoir un industriel, un banquier, on essaye d'avoir quelqu'un du luxe, du service public, de la mobilité, des corporations différentes. Et puis on a 2 places pour l'État. On a 2 places pour les collectivités territoriales qui ont les problématiques de l'État mais dans un périmètre. On a 2 places pour des ONG qui ont un mindset différent. On a 3 à 5 places pour des entrepreneurs qui sont, pour 2 d'entre eux, des entrepreneurs sociaux. Et puis on a 3 places pour des chômeurs qui sont en mutation de vie, qui font au niveau micro ce que la société est en train de faire au niveau macro. C'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de risques, qui font un premier pas et ils ont la promesse de la congruence, de l'équilibre, qui est en fait la grande promesse de la métamorphose de notre société, dépasser la schizophrénie qui nous habite pour aller vers un peu plus d'équilibre. Et puis on a une place pour un artiste et une place pour un journaliste qui chronique l'aventure comme les naturalistes les faisaient dans les goélettes d'antan. Et si Monsieur de la Pérouse était revenu à bord de l'Astrolabe, on aurait eu des carnets de voyage de ses aventures. Ben nous, on crée des carnets de voyage aussi. Et tous les 6 mois, une fois tous les 15 jours, à grand renfort de 50 intervenants de plein de disciplines différentes, on essaye d'imaginer demain avec ce prisme d'un demain réussi. Et à chaque fois, on en tire un certain nombre de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles assez enthousiastes finalement. Et la plus grande des bonnes nouvelles, c'est que demain, ce n'est pas une abstraction, c'est une germination. On aime bien dire qu'on écoute le bruit de la forêt qui pousse plutôt que se concentrer sur celui de l'arbre qui tombe. Ça veut dire, pour l'arbre qui tombe, c'est tout ce qu'on voit aux 20h de tous les 20h de toutes les médias du monde entier. C'est vraiment l'obsolescence d'un monde qui est en train de finir. La germination créative du monde qui arrive, lui, prend plus de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est là, c'est qu'il est extrêmement bruyant et c'est que ça touche toutes les corporations. Il n'y a pas une seule corporation, un seul métier qui n'est pas en train d'être disrupté par la résilience du monde de demain. L'autre bonne nouvelle, dans nos voyages, il y en a beaucoup, c'est que tous ces seuils critiques qu'on est en train de franchir, en fait, on va les voir de nos yeux vus. Il va y avoir une zone majeure de métamorphose qui va arriver entre 2030 et 2045. Et ce qui est intéressant entre 2030 et 2045, c'est que tous ceux qui sont en position de décider vont voir les conséquences de leur action ou de leur inaction. Ce qui veut dire que le temps du futur finalement s'est réduit et que la grande métamorphose du monde qui s'annonce, c'est le temps de nos vies qu'on va la voir. Ça peut faire peur. Moi, je trouve que c'est un immense kiff. Il est arrivé à assez peu de gens, à assez peu de contemporains de voir la métamorphose de leurs yeux vus. Les derniers, peut-être, c'était la Renaissance et encore. La Renaissance, ça s'est plutôt faite a posteriori. C'est peut-être même une question de l'ordre du néolithique, quand on est passé de la nomadisation à la sédentarisation. Donc on vit une période incroyable, vraiment fantastique, et on va le voir de nos yeux vus.
Alors qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Est-ce qu'on est contemplatif d'une métamorphose et on est triste de perdre quelque chose? Ou alors on se prend sa destinée et on essaye d'être les résilients du monde d'après? C'est toute l'aventure, nous, qu'on se propose de faire à l'Institut des futurs souhaitables. Vous dire que le futur, c'est vraiment un immense prétexte à parler de maintenant. Comme l'histoire est un immense prétexte à éclairer le présent. En fait, ceux qui vous disent vraiment avec assertivité que demain est comme ça, c'est souvent qu'ils veulent vous vendre quelque chose ou faire quelque chose de vous. Profondément, je le répète et je le répète encore, demain c'est une terre de liberté. C'est vraiment un immense cadeau philosophique finalement que de penser que demain est profondément une terre vierge. Alors, de ces voyages, on en extrait beaucoup de choses qu'on donne gratuitement au débat public comme un cadeau à l'intérêt général. On a une émission de Web TV qui s'appelle Au pire ça marche, où on prend un ou une intellectuelle qui nous explique comment elle s'est hybridée la tête. Et puis elle propose une idée pour la métamorphose du monde dans la conclusion et dans le titre. On a aussi des championnats de souhaitables où on fait avec des citoyens pendant 2 heures, des citoyens qui ne se connaissent pas partout en France. On fait des start-up du monde de demain en 2 heures et on essaye de jouer le jeu de l'intelligence collective. Et souvent, on s'aperçoit que nos rêves, nos lubies, nos délires sont finalement en train de se faire déjà. Il y a assez peu de fois où on a vu vraiment une start-up qui était hors sol. En fait, le monde de demain est déjà là. Plus subtil, on fait des controverses d'utilité publique. En fait, on apprend à ne pas être d'accord ensemble, ce qui est un sport collectif. On trouve qu'on souffre beaucoup d'avoir beaucoup de polémiques et assez peu de controverses. Et donc, on se prend le loisir de construire les désaccords, c'est-à-dire de partager nos désaccords est déjà une forme d'empathie. Et de se le dire, ça normalement déleste un petit peu les jeux d'acteurs. Et on a fait ça à la place de la République, à un moment donné, sur un sujet, les jeunes vont-ils sauver le monde? Et la controverse était peuvent-ils et veulent-ils changer le monde? Plus subtil, on fait des dialogues uchroniques. Là, on est dans les théâtres, on fait des conférences spectacles, et là on est en 2040, et on raconte ce qui s'est passé entre 2015 et 2040. Libre interprétation, évidemment, ça n'engage que nous. Mais le plus intéressant, certainement, c'est le théâtre forum qu'on fait avec la salle après, et les spectateurs, eux, nous parlent de leur 2040 à eux, qui est l'exponentielle de leur peur, autant que de leur désir. Pardon. Mais à mon avis, tout ça est un immense grand délire, donc il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, on a fait une campagne de propagande positive. On en avait envie, finalement, de dire orbit et orbi, qu'un nouveau monde était déjà là. Et on a demandé à des designers de venir esthétiser finalement une partie de ce qu'on récoltait de nos voyages. Et finalement, ça résume assez bien notre aventure. Mais non. Bon, alors je m'assois. La plus belle chose, c'est que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, bien au contraire. Et le 21 décembre 2012 au soir, nous, donc c'était la fin présumée du monde par ceux qui instrumentalisaient les Mayas, je vous rappelle, on a fait une grosse soirée à la Gaîté Lyrique, qui est un lieu un peu sensationnel à Paris. C'était la soirée Fuck les Mayas, la soirée des optimistes. Et on avait réuni 220 cadors, astrophysiciens, philosophes, et on avait fait un jeu pendant 3 heures. Et si demain, c'était un demain réussi, on avait célébré la fin d'un monde qui n'était pas la fin du monde. Non, dans l'autre sens. Ça, c'est un constat d'historien. L'impossible n'est que temporaire. C'est vrai qu'à chaque génération qui a pensé à l'impossible, la génération d'après ou celle d'après encore l'a dépassé. Donc à tous ceux qui disent que c'est impossible, surtout nos amis politiques, j'aime à leur rappeler que l'impossible n'est que temporaire. Autre point de sagesse qu'on aime à partager, c'est que l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Ça, c'est une phrase qui date de 1959. Les années 50, c'était important, c'était une période aussi où des grandes disruptions mécaniques sont venues perturber la vie de notre humanité. On a eu l'avion rapide, on a eu les centrales nucléaires, on a eu le train rapide, on a eu les premiers ordinateurs. Et on est dans cette phase où la disruption numérique nous perturbe de la même manière. Donc l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare, c'est bien une devise de conspirateur positif. Et puis, le grand enjeu, le grand pari, c'est d'essayer de prendre le temps d'écouter le bruit de la forêt qui pousse. Ça, c'est notre métier, et c'est vraiment prendre le temps de la complexité. Et si vous prenez ce temps-là, vous allez voir, ça fait un bruit incroyable en ce moment. Et c'est pas qu'une question d'en France, c'est pas qu'une question qu'en Europe, c'est partout dans le monde, des conspirateurs positifs sont en train de montrer qu'un demain est déjà là. Et puis, notre aventure, il y a un pari, c'est de réenchanter l'avenir. C'est d'aller au cœur des médias pour dire demain, ça peut être aussi un grand kiff. Bien sûr que ça peut être un demain noir et sinistré comme depuis 10 000 ans.
Il n'empêche, ça peut être aussi un autre avenir qu'on peut choisir ensemble. C'est une décision de parler que du noir, là où il y a un peu de lumière. Et donc, on a un enjeu à réenchanter l'avenir pour donner envie. Et le français, avec cette phrase « le meilleur est à venir », est une invitation finalement, comme demain, même pas peur. Et puis, il ne faut pas croire qu'on est des bisounours. Donc, non seulement on n'est pas des bisounours, mais en plus, on est des chevaliers du 22e siècle. Et voilà la devise. Hacker vaillant, rien d'impossible. Hacker, évidemment, écrit comme il se doit. Les hackers étant ces bidouilleurs qui changent une partie du code et qui changent la réalité. Alors, dans cette confrérie de conspirateurs positifs, on est allé un peu plus loin et on a fait sur conspirateurpositif.org une invitation à voir quel conspirateur et quelle conspiratrice positive vous êtes. Il y a un petit test sympathique et en fonction des profils, on vous donne des kits de conspiration positive pour aller plus loin dans la métamorphose du monde. Si, comme moi, vous êtes plutôt intellectuel alors que vous rêviez rebelle romantique, c'est pas grave. Eh bien, pour l'intellectuel, on lui propose de changer quelque chose pendant le mois qui vient. Essayez, pour la prochaine, de changer le mot crise par le mot métamorphose dans ce que vous allez dire. Ce qui est assez facile. Vous changez juste, vous parlez plus de crise, à chaque fois qu'il y a crise, vous mettez métamorphose. Mais aussi dans ce que vous allez lire. Et là, ça devient vachement intéressant. On a un article d'Alain Minck sur la crise française où on a rayé le mot crise par le mot métamorphose. Et vous voyez comment le changement d'un mot influe sur le contenu du sujet traité. Et la conclusion de cet exercice après un mois, c'est imaginer si vous changiez de regard. Merci. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Ne t'éloigne pas trop parce que est-ce que vous avez des questions pour ce conspirateur hyper optimiste et tous ceux qui n'ont pas de place, il y a plein de places par là. Donc allez-y, vous pouvez bouger. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour ce conspirateur? Ici. Bonsoir. Je voulais juste savoir si vous connaissiez L'Arbre des possibles de Bernard Werber. Oui. Tout à fait. J'ai la chance d'être un ami de Bernard puisqu'on partage le même café à Montmartre, pour tout vous dire. Une autre question par là, je crois. Il y avait une main qui s'était levée. J'ai rêvé. Une autre question? Oui. Bonsoir, tout ça est très alléchant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la projection que vous faites pour 2040 ? Oui, bien sûr. Je peux vous raconter juste ma projection à moi. Vous avez bien compris que je laisse la libre interprétation à chacun. Ben moi, 2040, je suis assez content parce que, en fait, ce qu'on a vu en 2032 déjà, s'est avéré en 2040. En 2032, il y a le secrétariat d'État aux bonnes idées qui a eu justement la bonne idée de mettre à l'école des cours de futur à côté des cours d'histoire. Et donc, ça a changé complètement la perception des enfants et la potentialité des enfants. Et 8 ans après, force est de constater que c'était la meilleure idée qu'ils aient jamais eue.